Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en deux mots pourquoi j'interviens sur ce sujet. C'est une question en fait, la fin de vie et les soins palliatifs que j'ai eu l'occasion d'aborder finalement assez jeune, assez tôt, parce que cela fait 25 ans que j'ai rencontré une infirmière qui est entrée ensuite en soins palliatifs comme infirmière et qui régulièrement les week-ends, parce que la famille ne souhaitait plus entendre tous les soirs le débrief de la journée en soins palliatifs, je l'avais régulièrement, quasiment tous les week-ends, 45 minutes, 1 heure, on débriefait de sa semaine. Ce qui fait qu'effectivement, il y a 25 ans, alors que la loi n'était... ça fait déjà 2 ans que je dis que ça fait 25 ans, donc ça commence à faire un peu plus. Mais donc la loi n'était pas encore passée, la première loi qui est de 99, celle qui vise à garantir l'accès de tous aux soins palliatifs. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de connaître l'existence des soins palliatifs assez tôt, de réfléchir à cette question, de m'informer, de tourner autour des soins palliatifs. Et puis quand en 2021, il y a eu la proposition de loi Falorni qui a failli passer, le matin je me suis réveillé en me disant qu'un jour je me réveillerais dans mon pays avec une loi légalisant l'euthanasie et que je n'aimerais pas ne rien avoir fait, ne rien avoir tenté, ne rien avoir dit. Et donc je me suis posé la question de savoir déjà si j'étais la bonne personne pour tenter d'écrire quelque chose. Les amis m'ont rassuré, donc j'y suis allé. En écrivant mon livre, donc Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière, j'ai rencontré beaucoup de soignants parce que je souhaitais ancrer mon livre dans le réel, pas produire une réflexion pour laquelle je n'avais pas forcément non plus une grande légitimité. Je voulais me faire davantage le porte-parole de l'expérience des soignants. J'ai visité des unités de soins palliatifs et puis ce que j'y ai découvert a fait que quand j'ai rendu mon manuscrit, je ne voulais pas m'arrêter là. Et donc ça fait 2 ans que je suis bénévole en soins palliatifs à Jeanne Garnier. Donc vous connaissez peut-être, c'est un établissement qui a... Voilà, on a une certaine chance parce que c'est un établissement relativement exceptionnel. Il n'est évidemment pas le seul, mais il est un peu emblématique de la pratique en France. Et donc voilà, c'est à ce titre que je me permets d'intervenir. Usuellement, j'ai l'habitude de commencer en souhaitant faire preuve de toute la mesure qui est nécessaire, parce que comme cela nous a été très justement dit, on aborde ce sujet avec notre histoire, les deuils que l'on porte, éventuellement les maladies que l'on a ou celles de nos proches actuellement. Je pense rester fidèle à cette mesure, mais vous l'avez vu, nous sommes en pleine actualité et je dois dire que cette actualité est venue me bousculer assez sérieusement, ne serait-ce que, pas que dans mon emploi du temps, mais aussi personnellement. J'ai été bousculé de rencontrer hier une infirmière que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très pétillante, très vivante, pleine d'idées, pleine d'énergie pour son service. Et je l'ai retrouvée les yeux rouges de fatigue et d'émotion parce que la veille, elle s'est écroulée en larmes quand elle a entendu les annonces faites par Emmanuel Macron. Dans la journée, elle avait dû annoncer le décès d'un patient à ses 2 petits-enfants. Et puis le soir, elle voit ces annonces qu'elle a interprétées comme une forme de mépris pour sa pratique. Je dois dire que, de fait, voilà, ça me bouscule un peu intimement. Donc si je manque à la mesure et que je me montre un peu plus vindicatif que d'habitude, j'espère que vous voudrez bien m'en excuser. Le thème de la soirée porte effectivement aussi sur la liberté de choisir notre mort. Et donc, c'est vrai que c'est probablement l'argument, même si Emmanuel Macron a essayé de se placer sur le terrain de la fraternité, mais c'est l'argument qui est le plus souvent employé, et c'est l'argument c'est l'objection que l'on me fait régulièrement aux propos que je peux avancer. Alors, quand on nous dit une loi de liberté,
Eh bien, quelle liberté? Déjà, première chose, il faut avoir conscience du fait qu'une liberté, normalement, une vraie liberté, n'engage que soi, sauf quand elle est niée. Quand elle est niée, on va avoir recours à d'autres pour garantir l'exercice de notre liberté. La liberté d'expression, je n'ai besoin de personne pour l'employer. On aura besoin de quelqu'un si quelqu'un me la nie. La liberté d'aller et venir, je n'ai besoin de personne. La liberté qui consiste à voir sa mort provoquée, elle implique d'autres. Elle implique au premier chef des soignants, parce que même lorsque l'on parle de suicide assisté, il y a quand même une intervention des soignants, même si elle est bien plus faible que dans l'euthanasie. Elle implique les proches, parce que nul n'est une île, et le choix que l'on fait a des répercussions, a des conséquences sur les personnes avec lesquelles nous vivons, nos amis, nos parents, nos enfants. Alors, la liberté des patients. Moi, ce que je vois, ce que visiblement beaucoup d'entre vous ici, enfin un certain nombre qui travaillent dans la santé, moi, ce que je vois quand je vais à Jacques Garnier, c'est pas avant tout des personnes qui sont marquées par leur liberté, évidemment, ce sont des personnes libres, ce sont des personnes qui sont marquées par leur vulnérabilité. Ce que je vois, ce sont des personnes qui sont la plupart du temps allongées dans leur lit, dans une chambre qu'ils ne quittent pas toujours. Certains, on les emmène dans le jardin, certains ont encore une petite mobilité, mais voilà, qui ne décident pas de leur journée, qui ne décident pas de voir rentrer ou pas rentrer des soignants. Nous, bénévoles, ils ont le droit de nous dire de sortir. Les soignants, ils peuvent, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Et je pense qu'il faut déjà avoir vraiment ça à l'esprit. Ce qui caractérise ce sujet, c'est pas tellement la liberté que la vulnérabilité. J'entends des personnes effectivement parler de ce choix de mourir libre et digne. Mais pour moi, c'est une rhétorique de bien portant. C'est une rhétorique de personnes qui s'imaginent citoyens en gloire, décidant sans pression, sans influence du choix qu'ils vont faire pour leur mort. Généralement, c'est aussi une réflexion, enfin, comme je le disais, de bien portant, c'est une réflexion qu'ils font quand ils vont bien, quand généralement ils estiment qu'ils seront forts, que ce seront les forts de l'affaire. Jamais, la plupart du temps, on se projette en se disant qu'on sera faible et éventuellement influençable, et c'est pourtant la réalité. La réalité, c'est déjà la pression de la maladie, la pression de la fatigue, de l'isolement, une certaine désorientation, c'est la pression sociale. On est tout de même dans une société qui tend à ne voir que les productifs, à n'apprécier que les productifs, les jeunes, les efficaces, ceux qui vont vite. Et toutes ces personnes, de fait, sont généralement dans des lieux qui sont quasiment des lieux de relégation. Enfin, moi, je suis toujours frappé quand je suis parfois dans le jardin à Jeanne Garnier, d'être dans ce lieu qui a l'air d'être hors du monde et où j'aperçois sur l'avenue à côté les gens qui circulent en ignorant tout simplement devant quel bâtiment ils passent, ce qui s'y déroule, qui y vit. C'est une société aussi, et c'est peut-être ce qui m'a choqué le plus dernièrement, où on se met à valoriser le suicide des personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez suivi à l'automne la soirée en prime time sur France 2 consacrée à la fin de vie. Elle a quand même commencé avec une fiction de notre maman à tous, notre chère Lynn Renaud, qui fait cette fiction dans laquelle elle présente une vision tout à fait romantisée du suicide d'un couple. Ça n'est pas rien tout de même que le service public en prime time, avec une comédienne qui est rien moins que commandeur de la Légion d'honneur, vienne romantiser le suicide. On ne le fait pour aucune autre tranche d'âge. Vous n'aurez jamais un téléfilm qui romantise le suicide des jeunes. Et si jamais il y avait un téléfilm sur le suicide des jeunes, vous auriez un bandeau d'informations pour dire appelez tel numéro si jamais vous avez des... Apparemment, quand c'est des personnes âgées, ça ne pose aucun problème. On ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Il n'y a pas de numéro de prévention.
J'ai aussi réagi dernièrement, et il se trouve que dimanche a été diffusé le débat que j'ai eu avec un journaliste de LCI qui a écrit un livre et qui soutient qu'il veut mourir à 75 ans. Il parle, c'est Thomas Misraki, il parle de l'accompagnement qu'il a fait de Jacqueline Jenkel qui s'est suicidée à 75 ans, et il parle de cet âge au-delà duquel il n'y a plus rien à construire. Formidable, je suis désolé pour toutes les personnes ici qui ont plus de 75 ans, ça n'est pas mon propos, et de fait j'ai été choqué, j'ai réagi, et c'est ça qui nous a amené au débat, de le voir s'exprimer comme ça sur le plateau de LCI avec 4-5 journalistes autour de lui, qui manifestaient leur approbation et leur admiration devant le courage d'avoir accompagné cette personne qui est décédée à 75 ans. Moi, je n'y vois pas spécialement du courage, et je suis surtout un peu choqué que personne ne lui ait jamais dit à ce moment-là, mais enfin, ne serait-ce que Robert Badinter, qu'on vient d'enterrer à 93 ans, il avait encore quelque chose à dire, quelque chose à construire. Et puis la pression, c'est aussi quand même la pression des proches, et on pense souvent à la pression de proches malveillants qui voudraient se garantir l'héritage. La question, elle n'est pas là, la question, elle est tout simplement aussi de proches bienveillants qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est quelque chose que l'on entend très régulièrement dans les couloirs des services de soins palliatifs. Et encore hier, les amis d'une femme qui est là, qui célébrait les annonces d'Emmanuel Macron en disant « mais à quoi ça sert de toute façon qu'elle reste comme ça n'a plus aucun sens, si on pouvait, il faudrait l'arrêter maintenant ». De fait, la patiente, elle ne demande rien, mais les amis l'expriment. J'ai aussi été témoin de la fin de vie d'une dame. Quand je suis rentré dans sa chambre, en moins de 5 minutes, elle me dit « Je ne veux plus que mon mari voie mon corps. Si je pouvais, je partirais en Belgique, en Espagne, au Canada ou en Suisse. J'ai perdu 15 kilos en 6 mois. Je ne veux plus qu'il voie mon corps. » Et puis en sortant, j'en parle un petit peu aux soignants, parce qu'elle venait d'arriver, donc pour dire dans quel état d'esprit elle était. Et le médecin qui l'avait rencontrée me dit oui, il faut dire aussi que son mari a des paroles assez violentes à son égard. Et son mari lui disait notamment « Mais regarde-toi, on dirait que tu sors de Dachau ». Ou il lui disait, parce qu'ils ont un enfant handicapé, « On a déjà un handicapé à la maison, on ne va pas avoir un deuxième handicapé ». Le monsieur l'aimait, les gens sont bizarres parfois, mais le monsieur aimait sa femme. Et il disait malgré tout ça. Est-ce que cette femme était libre dans sa décision? Est-ce qu'elle était vraiment, réellement, intimement libre lorsqu'elle dit qu'elle veut mourir euthanasiée? De fait, le jour où la loi passe, elle aurait peut-être eu recours au suicide assisté ou à l'euthanasie. En l'occurrence, elle est décédée au bout d'une semaine. Je ne sais pas s'il y avait matière à se précipiter pour accélérer son décès. La liberté, c'est aussi la liberté des proches eux-mêmes. Il faut voir aussi que c'est un sujet qu'on aborde assez peu, mais souvent les patients nous témoignent de leur angoisse d'être un poids pour leurs proches. Souvent, ce sont les femmes d'ailleurs, d'une part parce qu'elles survivent à leur mari, d'autre part parce qu'elles ont l'esprit de sacrifice, mais qui disent voilà, non mais les enfants, je ne veux pas les déranger, ils ont leur vie, il a son métier le prend beaucoup, et je l'embête. Voilà, j'ai eu un exemple au Québec, je me suis entretenu avec une jeune fille dont la grand-mère était euthanasiée et qui disait qu'elle voulait déranger personne. Et donc il y a cette question vis-à-vis des proches, mais il faut voir aussi que ça n'est pas sans impact sur les proches de recourir à une mort provoquée. Une étude avait été menée, elle date un petit peu maintenant, mais elle avait été menée en Suisse, qui soulignait que 20% des proches de personnes décédées à la suite d'un suicide assisté souffraient de troubles post-traumatiques et 16% étaient en état de dépression. Lorsque l'on se demande ce que l'on impose à ses proches, ça peut rentrer dans l'équation. Je ne détaillerai pas, mais il y a aussi la liberté des soignants, dont il faudrait se soucier un peu.
Parce que j'ai l'impression parfois dans ce débat qu'on regarde les soignants comme si c'était des techniciens à notre service, sans âme, mais juste avec des compétences, une capacité à pousser sur des seringues. Sauf que nous, on veut des soignants, pour nous, qui aient le temps, qui aient de l'empathie, qui sachent nous écouter, qui sachent être présents, ne pas être justement que dans les gestes techniques. Mais là, ce sont des personnes qui s'engagent émotionnellement. J'ai vu des médecins pleurer à la suite du décès d'un patient. C'est des choses voilà, qui ne sont pas, heureusement pas trop courantes, mais qui ne sont pas rares. Ça arrive. Il faut voir ce que l'on demande aux soignants. Si on leur demande de pratiquer ce type d'acte, évidemment, je ne vais pas le développer aussi, mais il y a cette question de la clause de conscience qui ne satisfait en gros personne et qui n'est pas ce que les soignants demandent, parce que les soignants, eux, ne veulent pas, c'est Claire Fourcade qui intervient beaucoup, qui dit on signe un pacte de non-abandon avec le patient, c'est pas pour dire à un moment donné, Joker, maintenant tu arrives au dernier moment, moi je me retire. Donc c'est pas ce qu'ils veulent, mais si on leur impose ça, c'est non seulement une douleur, mais moi j'ai eu des soignants qui à la fin d'une conférence me disaient ça fait 25 ans que ça me hante d'avoir posé des cocktails lithiques. Il y a des soignants belges, quand ils témoignent, ils fondent dans larmes. Ils le font quand même, mais ils fondent dans larmes. Est-ce qu'on a le droit d'imposer ça aux soignants? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Et puis la liberté, c'est aussi quand même pas quelque chose qui arrive comme ça, qui préexiste. La liberté, ça s'institue, ça se crée. Alors qu'est-ce que nous savons faire déjà pour la liberté des patients? Parce qu'on a l'impression effectivement dans le débat que c'est tout blanc, tout noir. C'est souffrances intolérables que rien ne permet de soulager ou la mort. Il se trouve quand même que le mouvement des soins palliatifs, la pratique des soins palliatifs, a développé quelques moyens de répondre à ces souffrances. Je ne vais pas vous en faire un exposé, je vais juste vous dire ce que moi j'ai vu. J'ai rencontré une fois une femme, j'ai passé 45 minutes dans sa chambre, 45 minutes qui marquent quand vous êtes face à quelqu'un qui veut mourir, qui a décidé de mourir, qui veut mourir maintenant, et qui, quoi que vous disiez, ne change pas d'idée. C'était totalement ferme et déterminé. Elle avait une maladie pulmonaire, elle a demandé une sédation profonde et continue qui n'était pas possible parce qu'elle ne rentrait pas dans les critères. Et puis, après une semaine, elle a demandé un arrêt de traitement. Et un arrêt de traitement, c'est quelque chose que tout patient a le droit de demander. Donc, ils ont arrêté les médicaments, ils ont arrêté l'oxygène. Elle a eu un mieux pendant 24 heures et elle est décédée paisiblement dans les 48 heures. On pourrait se dire, si on pense qu'on ne choisit pas sa mort, on pourrait y être opposé. Bon, il y a des traitements qui nous maintiennent en vie, ça n'était pas... c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure, et puis à un moment donné, oui, je respecte aussi la liberté de ce qu'a demandé cette patiente. Mais donc c'est quelque chose qui existe. Vous pouvez, et dans les maladies dont on parle beaucoup, il y a plusieurs stades au cours desquels vous pourriez, enfin les patients peuvent demander l'arrêt des traitements. Vous pouvez demander un arrêt, refuser une trachéotomie, refuser une gastrostomie, refuser une ventilation, et quand vous les refusez, des soins palliatifs sont quand même conduits pour que, évidemment, comme cela conduira à votre décès, cela se fasse de façon apaisée. J'ai rencontré aussi une patiente qui avait donc une SLA, l'équivalent de la maladie de Charcot. C'est un cas, le médecin du service me disait, prends pas ça comme exemple, c'est complètement hors de l'ordinaire. Mais oui, c'est hors de l'ordinaire, mais ça montre ce qui peut se passer dans un cas limite. Cette personne était autonome, elle avait une SLA, mais bon, elle ne parlait plus. Mais sinon, elle était sur ses jambes, elle était tout à fait vive, elle n'était pas en casaque, elle était habillée normalement, etc. Mais elle voulait pas voir la suite, elle voulait que ça s'arrête. Ça a bousculé beaucoup l'équipe, mais elle a demandé une sédation qui n'a pas été possible non plus, parce qu'effectivement son pronostic vital n'était pas engagé à brève échéance.
mais elle a demandé l'arrêt de l'alimentation, et comme l'arrêt de l'alimentation majorait certains de ses symptômes et son inconfort, une sédation intermittente, enfin une sédation proportionnée a été mise en place, qui au fur et à mesure est arrivée à une sédation profonde et continue. C'est quelque chose que l'on peut faire dans le cadre de la loi aujourd'hui. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est Glenn Perrucchio qui dirige le service de soins palliatifs, l'unité de soins palliatifs, je ne sais plus exactement, je crois que c'est une unité à Puteaux, m'avait raconté aussi la rencontre qu'elle avait eue avec un patient atteint de la SLA, où tout le monde lui disait il faut faire ce qu'il faut. Personne ne lui disait ce que ça voulait dire, faire ce qu'il faut, parce que c'est un peu comme Emmanuel Macron dans ses annonces, il explique qu'on regarde la mort en face, mais pour dire qu'on parle d'euthanasie et de suicide assisté, il n'y a plus personne. Donc faire ce qu'il faut, c'est difficile à assumer. Et au final, elle a dit que ce ne serait pas une euthanasie, mais pour autant, elle entend la demande de ce patient, et elle lui a demandé d'exprimer ce qui l'angoissait le plus. Et comme souvent, ce qui l'angoissait le plus, c'était de mourir d'asphyxie. Et ce qu'elle a fait, qui n'est pas dans les manuels, mais elle lui a préparé, enfin pour son épouse, elle lui a préparé une seringue de midazolam. C'est une molécule qui est beaucoup plus utilisée en soins palliatifs et qui a notamment des propriétés de... Enfin, je ne suis pas du tout médecin, donc les termes ne sont pas exacts, mais enfin, grosso modo, ça décontracte au niveau pulmonaire. Et elle lui a dit, voilà, vous prenez cette seringue, si jamais il a une crise ou s'il a une détresse respiratoire, vous lui pulvérisez dans le nez et ça agit très rapidement, ça le calmera. Pendant 18 mois, tous les mois, l'épouse est venue rechercher la seringue de midazolam. Et puis quand elle l'a croisé une fois dans le couloir, elle lui a dit « Comment va votre mari ?» Et elle dit « Il est bien. » Ça, c'est aussi le genre de choses, l'inventivité qui peut se déployer quand on ne vous met pas au pied du mur de devoir pratiquer l'euthanasie. C'est une inventivité qui a été possible et c'est quelque chose que l'on peut faire dans le cadre de la loi. Il y a bien sûr des situations beaucoup plus simples. Moi, j'ai été aussi touché une fois de rencontrer une femme. J'étais dans une chambre et puis une infirmière est venue me voir en me disant on a besoin de toi dans la chambre numéro 10. J'arrive, elle m'explique qu'en fait la patiente vient d'arriver, qu'elle a des douleurs importantes, qu'elle n'est pas perfusée, donc elle est obligée de prendre les antidouleurs par voie orale, ce qui met du temps. Enfin, en tout cas, en attendant qu'elle soit perfusée, il y avait 45 minutes difficiles à passer. Et donc je suis resté 45 minutes avec cette dame, quasiment front contre front, parce qu'elle était assise sur le bord de son lit, en lui tenant la main, les deux mains, et voilà, en lui disant écoutez, moi je ne peux rien faire de plus, vous avez entendu, il va falloir passer ce moment. Et derrière, comme je tournais le dos au couloir, derrière ce sont des spécialistes de la douleur. Je me suis un peu avancé ce jour-là, mais je lui ai dit je suis convaincu qu'ils sauront vous prendre en charge. Moi je peux juste être avec vous et on va essayer de passer ce cap ensemble. Bon. J'ai passé 45 minutes avec quelqu'un qui souffre vraiment, et voilà, j'ai une toute petite idée de ce que ça peut être pour des proches quand on voit, c'était pas un proche, donc bien évidemment émotionnellement c'est pas la même chose, mais bon, quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on ne peut rien faire, j'ai une petite idée. Mais la semaine d'après, quand je suis revenu, elle était dans le couloir, debout avec la kiné, en train de rigoler. Elle m'a vu, elle m'a reconnu, elle m'a lancé une blague, on s'est revus la semaine d'après. Elle avait des petits soucis parce que, comme ça atteignait, je crois que c'est l'hypothalamus, mais je ne suis pas tout à fait sûr, elle employait un mot pour un autre, elle s'en rendait compte, ça la faisait rigoler, on rigolait ensemble, enfin voilà, ça c'est possible, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc quand on parle de liberté, eh bien la liberté ça s'institue, ça se crée, et ça se crée notamment par l'apport de ces soins palliatifs. Or aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il y a 21 départements sans unité de soins palliatifs, parce que je sais bien que c'est bien beau de parler de Jeanne Garnier, mais ce n'est pas la situation du pays.
Il n'y a pas que les unités de soins palliatifs, il y a des services de soins palliatifs, mais donc au-delà des unités de soins palliatifs, on sait qu'il y a 500 Français qui meurent tous les jours, sans avoir eu accès aux soins palliatifs qu'ils méritaient. Et je voudrais vous citer une phrase du Comité consultatif national d'éthique dans l'avis qu'il a rendu en septembre 2022, je crois, dans lequel il disait « Il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans les domaines des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Il semble que l'on envisage une évolution de la législation sans que ces mesures soient prises en compte. Donc vous en déduisez ce que vous avez à en déduire sur le caractère éthique de la démarche qui est en train d'être mise en place. » Alors une fois que l'on a vu ça, quelles sont les craintes aussi et pourquoi on se permet d'intervenir? Pourquoi, alors que les gens me disent bah, vous ne voulez pas avoir recours à l'euthanasie, vous n'avez pas recours à l'euthanasie, empêchez pas les autres d'y avoir recours. D'une part parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui sont suggestibles, il y a des personnes qui sont dans un état de fragilité qui fait qu'elles sont influençables et peut-être serons-nous les uns et les autres ces personnes-là. Et que donc l'euthanasie, éventuellement, on peut considérer que c'est une liberté pour les forts, mais pour les faibles, ce sera une forme de pression. Et puis, il y a aussi des dérives évidentes, plusieurs d'entre vous en ont évidemment entendu parler. Il faut comprendre aussi, je pense, que fondamentalement, la logique qui préside à la légalisation de l'euthanasie procède d'une éthique de l'autodétermination. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est-à-dire l'autodétermination, je me détermine pour moi-même. Quand on y réfléchit, ça porte en soi toutes les dérives. Parce que lorsque l'on se place sur ce plan-là et que l'on poursuit l'éthique d'autodétermination, ça a pour effet d'exclure tout regard extérieur sur notre situation. Et on se retrouve avec des situations comme en Belgique où on vous pose un critère qui est, ce qu'on prévoit aussi pour nous, qui est d'être affecté d'une maladie incurable, sauf que l'incurabilité est appréciée de façon subjective, c'est-à-dire que c'est le patient qui est en mesure qui dit que, enfin, qui peut se placer, ou en tout cas qui peut se retrouver dans cette situation d'incurabilité. C'est pas une incurabilité objective, c'est pas la médecine ne sait rien faire pour cette personne-là. Mais si le patient effectivement refuse les traitements simples, évidemment, c'est comme chez nous, on peut refuser des traitements invasifs, eh bien il se place dans cette situation d'incurabilité. Et de même, en fait, vous vous retrouvez à ne plus avoir effectivement de possibilité d'avoir un avis sur l'intensité des douleurs, sur l'intensité de la souffrance, parce que tout simplement vous êtes exclu de l'évaluation. Et je me suis retrouvé dans une émission sur Arte, je vais pas vous la passer parce qu'on n'a pas le temps, mais j'étais avec un monsieur, un gériatre hollandais, du nom de Bert Keizer, philosophe et gériatre donc, pratiquant des euthanasies depuis 14 ans. Et à un moment donné, le journaliste qui interrogeait lui pose la question de l'argument de la pente glissante. Il lui dit oui, les opposants à l'euthanasie disent qu'il y a une pente glissante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une pente glissante? Et lui, il répond, je l'entendais ahuri de répondre ça, disant il y a une pente glissante, on est dessus. Ça, c'est vrai qu'il y a 20 ans, personne n'aurait demandé l'euthanasie, puis on a commencé par l'euthanasie des personnes qui avaient une maladie incurable, et puis maintenant on euthanasie des personnes qui ont des problèmes psychologiques, et puis, bah oui, on va toujours ajouter des nouvelles catégories, mais je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Donc là, voilà, très clairement, un praticien vous le dit, on ajoute toujours de nouvelles catégories.
Et on se retrouve même sans aller jusque-là dans des situations où on nous sonde éventuellement sur notre réaction si l'on était passé face à une maladie incurable provoquant des souffrances insupportables que rien ni personne ne pourrait jamais alléger. Et puis, la réalité, c'est que vous avez en Belgique des euthanasies qui sont pratiquées pour des affections comme la DMLA. La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je me suis retrouvé dans un débat avec Corinne Von Ost, qui est une médecin qui a écrit « Moi, médecin catholique, je pratique des euthanasies ». Et alors elle m'expliquait elle expliquait à la journaliste comme tout se passait fort bien en Belgique et que c'était quand même une loi formidable. Et à un moment donné, comme j'étais un tout petit peu agacé, j'ai fini par lui dire « Écoutez, j'entends tout ce que vous dites, mais je sais aussi un peu ce qui se pratique sur place, et notamment le fait qu'en Belgique, vous pratiquez des euthanasies pour des MLA. » Et elle me dit « Oui, mais bon, vous voyez, moi j'ai rencontré une petite dame de 90 ans, elle perd la vue, elle ne veut pas aller en maison de repos, elle a échappé 3 fois, elle est tombée plusieurs fois, elle a échappé à la fracture, mais la prochaine fois, elle n'est pas sûre d'échapper à la fracture. Alors, c'est quoi la solution qu'on lui propose? C'est l'envoyer en maison de repos alors qu'elle n'y voit plus rien? Ben non, c'est l'euthanasie. Donc voilà, cette petite dame de 90 ans qui perd la vue et qui va peut-être la perdre totalement, je ne néglige pas le fait que ce soit évidemment très handicapant. Mais voilà, on n'a rien à lui proposer d'autre. Notre société n'a rien d'autre à proposer à cette femme-là que l'euthanasie. Il faut voir aussi qu'on nous parle beaucoup de la maladie de Charcot, évidemment parce que ça nous terrifie tous, mais dans les statistiques officielles, pour autant qu'elles soient fiables, de la Belgique, on sait que c'est 8%, les maladies neurodégénératives, c'est 8% des euthanasies pratiquées. En revanche, on sait que 70% des euthanasies sont pratiquées sur des personnes de plus de 70 ans. Donc la réalité concrète de l'euthanasie, ce n'est pas le malade de Charcot qu'on voit tous les jours, c'est la personne âgée. Évidemment, la plupart du temps malade, mais quand je vous parle de dérive, c'est que, évidemment, le critère qui était posé initialement, c'était d'avoir une pathologie incurable et entraînant le décès, enfin, grave et incurable plutôt. Et puis comme ça ne suffisait pas, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, qui contrôle si bien qu'elle a créé, enfin en tout cas elle a pris en compte l'idée de polypathologie, ce qui permet de proposer l'euthanasie à des personnes qui souffrent éventuellement d'arthrite, d'incontinence urinaire et d'une perte progressive de la vue. Grosso modo, c'est le tableau du grand âge beaucoup de gens. Donc on se retrouve effectivement dans une dérive évidente, puisque on applique l'euthanasie à des personnes qui n'ont pas une pathologie incurable, mais on a ramené un certain nombre de petites pathologies désagréables, invalidantes, mais pas graves et incurables. Et puis on se retrouve aussi dans des situations que ce soit en Belgique ou souvent au Canada, où l'euthanasie est demandée aussi par manque de moyens financiers, c'est-à-dire par incapacité d'accéder à des soins convenables, ou par risque, là c'est plus au Canada que je l'ai vu, par risque de se retrouver à la porte. Il y a un cas d'un monsieur qui est handicapé en fauteuil roulant, qui arrive à l'âge de la retraite, et là il passait d'une allocation à une autre, qui lui faisait perdre un montant pas très important, mais juste le montant qu'il lui fallait pour payer son loyer, et donc l'avenir qu'il voyait, il se voyait en fauteuil roulant à la rue. Il a demandé l'euthanasie. Lui, je ne sais pas si ça a été accordé, mais je sais que dans d'autres cas, ça l'a été. J'ai été aussi frappé d'assister, de voir le replay d'une formation pratiquée dans l'association des praticiens de l'euthanasie. Et la formatrice parle du cas d'une femme qu'elle appelle Mary, qui s'appelle Mary, et elle commence la présentation de son cas en disant, je vous le dis en anglais parce que c'est pas très compliqué en anglais,
Mary is very clear that she wants to live, she does not want to die, but she is suffering terribly and she has maxed out her credit cards. Donc, elle souffre terriblement et elle a dépassé tous ses plafonds bancaires. Et dans la slide où elle le présente, elle dit bien, mais je vais dire en français cette fois-ci, Marie identifie la pauvreté comme le moteur de sa demande. Elle souffre aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est juste quelqu'un qui n'avait pas de moyens et qu'on euthanasie les pauvres. Elle avait une maladie, mais elle avait aussi un problème financier. Et puis vous avez eu aussi la situation d'une femme aussi, quelque chose qui m'a choqué, auquel j'avais réagi, Jennifer Hatch, qui à un moment donné expliquait ne pas avoir accès, ne pas arriver à avoir accès à des soins, enfin un médecin traitant, et avoir des difficultés d'accès, et qui dit à une équipe de télévision à un moment donné que elle va demander l'euthanasie, parce que si elle ne peut pas avoir accès aux soins de la vie, elle aura peut-être accès aux soins de la mort. Elle a demandé l'euthanasie, elle a obtenu l'euthanasie, et le lendemain, vous aviez une chaîne de prêt-à-porter qui faisait une publicité c'était All is Beauty, et qui entourait dans une mise en scène onirique Jennifer Hatch qui décédait. C'était comme une métaphore du système libéral qui n'avait certes pas été en mesure de lui apporter des soins et des soins médicaux, mais qui en revanche était tout à fait capable de récupérer la situation au profit d'une société de prêt-à-porter. Est-ce que chez nous, ça n'arriverait pas? Claire Fourcade, dans une réaction à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, disait qu'il va être plus rapide en France de trouver un médecin pour mourir que pour être soigné. Et la réalité est un peu celle-là, et j'en viens en fait à ma dernière partie que je n'avais pas prévue avant dimanche, les risques du projet de loi annoncé par Emmanuel Macron. Et pour enchaîner tout de suite sur cette question d'accès aux médecins pour être soignés, eh bien, dans ces annonces, il est précisé qu'il y aura un délai, la personne qui demande l'euthanasie, on aura un délai de 48 heures pour tester la solidité de la détermination. Déjà, 48 heures, on dort un peu entre-temps, c'est pas 48 heures pleines, et voilà, 48 heures pour tester la solidité de la détermination. Moi, j'ai aussi rencontré une femme, 3 fois, c'est pas si fréquent, comme on y est une fois par semaine, c'est pas si fréquent de rencontrer des patients 3 fois de suite. Quand je suis arrivé, elle m'a expliqué qu'elle avait demandé l'euthanasie, que évidemment c'était refusé, qu'elle était partie avec son fils en voiture en Belgique, elle avait eu rendez-vous avec un médecin belge fort aimable, qui l'avait écouté, qui lui avait accordé l'euthanasie, elle avait rempli son dossier, puis elle était revenue, et puis elle me dit maintenant que je suis revenue, j'en parle beaucoup moins. Et puis, on a parlé ensemble, elle m'a parlé de sa vie, c'était édifiant et attristant par moments. Puis la dernière fois que je l'ai vue, comme c'était quelqu'un qui était un petit poil porté sur la bouteille, mais bon, quand on est en fin de vie, on ne va pas se priver, je suis arrivé, exceptionnellement, j'avais un tire-bouchon dans ma poche, non pas parce que je sois aussi porté sur la bouteille, mais parce qu'une autre patiente avait souhaité avoir une bouteille de rosé, donc j'avais prévu le tire-bouchon, et donc on a terminé autour d'une bouteille de muscadet avec une amie qui était venue la voir. Voilà, cette personne-là, vous lui auriez donné 48 heures pour tester la solidité de sa détermination. Ah, c'était solide pendant 48 heures, mais après ça ne l'était plus. Et puis, après ces 48 heures, il est dit que la réponse médicale, donc l'acceptation ou non de la demande d'euthanasie, sera apportée dans un délai de 15 jours maximum. Je ne vais pas vous sonder pour vous demander en combien de temps vous obtenez un rendez-vous chez un spécialiste, par ici. Voilà. Un rendez-vous chez un dentiste, même chez moi, c'est parce que je suis en région parisienne dure, là, bien concentrée. C'est déjà pas évident. Un ophtalmo, c'est pas facile.
Mais donc en 48 heures, vous aurez des médecins pour tester la solidité de la détermination, puis en 15 jours, pour décider d'apporter une réponse à la demande d'euthanasie. Donc là, oui, on a le sentiment qu'on va garantir des délais qu'on n'est pas capable de garantir pour les soins de la vie, pour reprendre ce que disait Jennifer Hatch. On a aussi, il faut être clair aussi, puisque les mots ne sont pas dits, on nous dit qu'il n'y a pas de suicide assisté et pas d'euthanasie. En fait, le projet de loi, il prévoit la possibilité pour une personne de s'administrer un produit létal, c'est le suicide assisté, et si elle n'y parvient pas, que le produit létal lui soit administré par un tiers. C'est une euthanasie. Il ne faut pas avoir peur des mots, même si la situation fait peur, mais c'est bien car le projet de loi prévoit de légaliser les deux. Par principe, le suicide assisté, et en cas d'incapacité physique, qui sera difficile d'évaluer, l'euthanasie. L'euthanasie peut être, l'administration du produit létal peut être faite par un tiers, par toute personne volontaire. Il y avait un pré-projet de loi qui avait fuité au mois de décembre et qui était clair là-dessus, le tiers peut être un proche. Donc, voilà, on serait le seul pays au monde, de tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, on serait le seul pays au monde où un proche pourrait euthanasier l'un des siens. Je ne vais pas détailler, mais en termes psychologiques, imaginez ce que ça peut être la pression d'être avec votre conjoint, votre père, votre mère, qui vous dit « je veux en finir, je veux que tu m'administres le produit », refuser, pas refuser, vous refusez, vous allez quand même vivre avec l'idée que vous avez abandonné votre proche au dernier moment, vous acceptez, vous allez vivre avec l'idée que, quelque part, vous l'avez tué. C'est ça qui a quand même pu germer dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi. Les délais, je vous en ai parlé. Il faut noter aussi que l'on parle de patients dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Le moyen terme, aujourd'hui, les soignants ne savent pas trop à quoi ça correspond. On parle éventuellement de 6 mois. Et en 6 mois, on se demande aussi pourquoi on est aussi pressé de tester la solidité de la détermination en 48 heures, mais soit. Et puis, il faut noter aussi que l'on parle d'une demande motivée par une des souffrances physiques ou psychiques. Je ne veux pas négliger les souffrances psychiques, mais néanmoins, ça ne correspond pas au scénario sur lequel on nous teste toujours de souffrances, de douleurs insupportables que rien ne permet de soulager. Et les souffrances psychiques, évidemment, la souffrance existentielle est difficile à soulager, mais il y a des souffrances que l'on soulage. Bref, je conclus simplement en relevant une phrase de l'interview d'Emmanuel Macron qui m'a heurté parce qu'à mon sens, elle souligne à quel point nous possédons de philosophies différentes. Dans son interview, il dit « Cette loi de fraternité permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là. » Alors d'une part, moi la fraternité, je l'assure dans la vie. D'autre part, le moindre mal, on n'oubliera pas que ça reste un mal. Et enfin, quand il dit « Quand la mort est déjà là », eh bien, les malades, c'est pas des déjà morts. C'est pas des morts en sursis. Et si lui, c'est son inspiration, ben moi, je tiens à continuer de faire partie d'un mouvement, les soins palliatifs, dans lequel on continue de dire qu'on est vivant jusqu'au dernier moment, que notre rôle, c'est d'ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jour à la vie, et que la fin de vie, c'est toujours la vie. Je vous remercie.